Bonjour à tous, c'est une grande joie pour moi de vous présenter le fruit de ces 4 années de travail, ma thèse donc, dont vous avez le titre à l'écran, L'Évangile de Yeshua dans l'œuvre de Marcel Jousse, application à l'organisational behavior. Voilà, donc concrètement, comme je vous le disais, c'est 4 ans de travail, 41 992 kilomètres parcourus en Europe et outre-Atlantique, 7 cahiers de thèse noircis à la main avec toutes mes notes de travail, 7 lieux d'archives visités et 20 bibliothèques dans lesquelles j'ai consulté les livres. Ça donne ces 2 volumes-ci que vous pourrez feuilleter si vous voulez, soit 575 pages de texte et de notes de bas de page, parce que en gros, vous avez 2 tiers de texte et 1 tiers de notes de bas de page. Ça, c'est la proportion globale. Ça fait 1,5 kg de papier. 8 chapitres, 4 parties et 44 pages de bibliographie et 12 annexes. Voilà, ça c'est pour le résumé. Cette thèse, elle a été présentée en juin dernier à l'Institut catholique de Paris. Le jury était composé de Camille Riquier, doyen de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. C'est avec Camille que Rémi avait discuté au moment où les archives de l'association sont arrivées à la Catho de Paris. Il y avait également mon directeur de thèse, Jean-Louis Soulty, ancien doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris et spécialiste de théologie dogmatique. C'est avec lui que j'ai travaillé. C'est lui qui m'a aidé à avancer dans la construction de la problématique, du plan de thèse, de la démonstration et tout le travail que j'ai fait avec lui, toutes les sources bibliographiques qu'il m'a indiquées m'ont vraiment beaucoup aidé à avancer dans mon travail. Il y avait également mon co-directeur de thèse, Maurice Thévenet, qui est l'ancien directeur de l'ESSEC et qui a supervisé toute la partie sciences de gestion. Et enfin, François Lestan, qui est professeur de Nouveau Testament à l'Institut catholique de Lyon. Donc, ici, c'est Maurice Thévenet, ici, c'est Jean-Louis Souty, ici, c'est Émilie Tardivelle, donc, qui n'était pas dans le jury. C'était ma N+1. C'est celle qui a mis en place un concours pour un contrat doctoral que j'ai eu et qui m'a permis d'avoir des conditions matérielles optimum pour faire ce travail. Donc, Camille Riquier et François Lestan. Le plan de ma présentation, je vais commencer par une introduction qui vous présente ma thèse en bref. Comme ça, on saura de quoi on parle à peu près. Et ensuite, je vous présenterai ma méthode de travail, je vous présenterai les thèses que je défends dans ma thèse, justement. Et ensuite, je ferai un petit bilan avant de conclure, si ça vous va. Voilà. Alors, avant de faire ma thèse en bref, je vais vous faire une thèse en bref, parce qu'une thèse, c'est un exercice universitaire donc, qui répond à un format que je n'ai pas choisi. J'ai répondu à l'exercice. Donc, une thèse, c'est une démonstration qui montre la pertinence d'une réponse à une question posée à un corpus, donc un ensemble de textes écrits par un auteur à une période donnée. Voilà. Et cette démonstration repose sur des hypothèses de travail. Donc, l'avantage, c'est que quand on arrive à l'université, on a une très grande liberté dans la définition du sujet, que ce soit le corpus, que ce soit la question, que ce soit les hypothèses, à partir du moment où on appuie notre idée, on appuie ce qu'on avance. Pour ma thèse, la question, elle repose sur ce qui m'a paru un peu contradictoire dans des phrases que je trouvais chez Jousse, à savoir, c'est en fonction de cet homme, Rabbi Yeshua de Nazareth, que j'ai mené mes recherches anthropologiques dans un cours de 1936 à l'école d'anthropologie. Et une autre phrase, nous, anthropologistes, nous ne pouvons étudier Yeshua, qu'après avoir épuisé l'anthropologie afin de le connaître d'abord comme homme. Donc, une fois, il dit, je connais Jésus et c'est en fonction de ce que je connais de Jésus que je vais faire de l'anthropologie. Donc, je m'inspire de Jésus pour développer le miméisme et tout ce qu'on connaît. Et une autre fois, il dit, c'est parce que je connais l'homme, parce que je sais qu'il fonctionne avec du miméisme, parce que je sais qu'il utilise le geste pour avancer, que je vais savoir qui est Jésus, parce qu'il fonctionne comme nous.
Et du coup, la question que je me suis posée, en fait, quelle est la fonction de Yeshua dans l'anthropologie de Marcel Jousse? Est-ce que, Jousse connaît d'abord Yeshua et ça inspire son anthropologie, ou est-ce que c'est le contraire? J'ai posé cette question à un corpus. Tout d'abord, le christocentrisme, essai sur le système du monde et des âmes, qui est un inédit que j'ai trouvé dans les archives et qui positionne le Christ dans la spiritualité de Marcel Jousse au moment où il fait les exercices de Saint Ignace au retour des États-Unis. C'était un texte qui est présent dans aucun texte de Gabriel Baron ou quoi que ce soit, qui était vraiment complètement oublié et qui m'a bien servi. Le style oral, qu'on connaît bien. Les études de psychologie, réviseur ou ignorantin et objections et réponses, qui sont les échanges, à mon avis, fictifs. Je ne pense pas que Jousse les a donnés à Bon-Sylvain, mais en tout cas, ce que Jousse a écrit suite au retour que Bon-Sylvain a fait sur son manuscrit des Rabbis d'Israël, qui est paru aux éditions Spes. Et en fait, Jousse a été très en colère des remarques que Bon-Sylvain lui a fait. Et c'est ça qui a un peu arrêté les publications de Jousse, mais il donne des informations assez intéressantes sur ses sources dans ces documents qui ne sont pas présentes dans son livre Les Rabbis d'Israël. Ensuite, les cours de l'école pratique des hautes études sur 12 ans, 1933-1945, qui parlent des intuitions de Jousse appliquées au milieu palestinien du 1er siècle. Donc ça correspond tout à fait à mon sujet. Et quelques cours du laboratoire, surtout ceux de 1936-1937 et 1938-1939, qui parlent plus particulièrement de la place que Jésus peut avoir dans la pédagogie des jardinières d'enfants. Et ensuite, j'ai pris quelques autres cours tirés au hasard grâce au logiciel File Locator Pro qui a permis de faire des recherches par mots-clés. Parce que quand on fait une recherche sur les PDF, par exemple, même si on les sélectionne tous, le PDF, il ne peut faire une recherche que dans 500 documents. Et comme on en a beaucoup plus dans les cours de Jousse, ce n'était pas un moyen de recherche efficace. Donc, merci beaucoup pour le tuyau. Et enfin, les mémoires des années 40, notamment judaïens, judéens et judaïstes dans le milieu ethnique palestinien. Ça, c'est le corpus chez Jousse. Je n'ai pas pris tout Jousse, mais ces éléments. L'hypothèse de travail, donc c'est une hypothèse qui n'est pas présente chez Jousse, c'est moi en lisant Jousse et en me confrontant au texte mois après mois, j'ai posé une distinction qui, à mon avis, existe, même si Jousse ne l'explicite pas. D'une part, on a Yeshua, d'autre part, on a Rabbi Yeshua. En effet, il considère Yeshua en tant que professeur d'anthropologie linguistique. Donc, il considère Yeshua comme un anthropos, comme un homme, comme un autre à étudier. Mais il étudie également la même personne en tant que spécialiste de psychologie ethnique. Donc, dans ce sens-là, il voit Jésus comme un rabbi. Et alors, on a Rabbi Yeshua. Si j'ai posé cette distinction qui apparaît dans les textes à partir des années 40, c'est parce que j'ai remarqué que l'expression Yeshua arrive dans la bouche de Jousse directement avec l'expression idiomatique de Rabbi Yeshua. Mais avec le temps, il va pas dire tout le temps Rabbi, Rabbi, Rabbi. À partir des années 40, et c'est justement au moment où il est en possession de son anthropologie qui va plus dire tout le temps Rabbi Yeshua. Du coup, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille, on va dire. Donc, j'ai posé cette distinction pour tout mon travail et ça m'a permis de poser une autre hypothèse au cœur, parce que Jousse développe sa pensée au cœur de la crise moderniste, c'est de dire que l'hypothèse Rabbi Yeshua est une manière pour lui de se positionner dans le débat de l'époque. Parce que quand il arrive dans la vie intellectuelle de son époque en 1925 avec le style oral est une réponse aux problématiques de la crise moderniste qui pour lui, est une question de manque de compréhension anthropologique, une question de rapport à l'écrit faussé. Enfin, il y avait un autre rapport à la mémoire au temps de Jésus. Et donc, c'est le style oral qui permet, appliqué à l'Évangile, de comprendre comment les textes nous sont parvenus. Donc, les théories sur les évangiles synoptiques et tout ce qui est trop visuel ou textuel tombe aux oubliettes. Mais alors que les personnes qui ont critiqué les thèses de Jousse lui demandaient plus de démonstration, il ne va jamais démontrer
plus que ça le style oral dans ses cours oraux. Pourquoi? Et c'est mon hypothèse, parce que il va développer l'hypothèse Rabbi Yeshua, qui n'était pas présente dans le style oral, et qui va remplacer l'hypothèse style oral dans la crise moderniste. Et donc il ne va pas développer l'hypothèse style oral, mais il ne va pas plus développer l'hypothèse Rabbi Yeshua, l'a démontrer, et on verra pourquoi dans la suite de mon exposé. Ma réponse à la question de la fonction de Rabbi Yeshua dans l'anthropologie de Marcel Jousse, je l'ai développée en 3 points. En étudiant la fonction de Yeshua dans l'anthropologie de Marcel Jousse, nous sommes arrivés à la conviction qu'elle vient de la spiritualité jésuite de l'anthropologue. Premièrement, si la figure de Yeshua est omniprésente dans la pensée de Marcel Jousse, ce n'est pas l'inspirateur de ses conceptions anthropologiques, mais un exemple de leur mise en application. Donc moi, ce que j'ai démontré dans ma thèse, c'est que Jousse a d'abord développé sa vision anthropologique et ensuite il a dit, eh ben, Yeshua, c'est celui qui applique le mieux tout ce que j'ai dit. On retrouve tout ce que j'ai dit dans la personne de Yeshua. À ma soutenance, Camille Riquet a démontré que ma thèse n'était pas équilibrée et qu'en fait, les 2 phrases de Jousse, que je vous ai mis en parallèle tout à l'heure, étaient toutes les 2 vraies. Et il fallait les tenir en même temps. Moi, je les ai vues comme contradictoires et qu'il fallait me positionner sur l'une ou l'autre, ce que j'ai fait, ce que j'ai démontré. Si vous prenez ma thèse, si vous la lisez, ne faites pas ça, c'est votre idée. Eh bien, vous verrez uniquement la démonstration dans un sens. Pour la publication, il va falloir que je me penche dessus pour montrer que c'est les deux, il faut garder les 2 jambes, les 2 aspects, il faut rééquilibrer ma thèse. Et il s'est appuyé sur un texte de Bergson, Les 2 sources de la morale, qui donne une place, on va dire, charismatique à la personne. Et donc, la personne de Jésus a pu inspirer Jousse en lien avec ce texte de Bergson. Pas pour me justifier, mais pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai pu passer à côté de ça, c'est que moi, je me suis intéressée aux sources théologiques de Jousse et j'ai absolument pas regardé les sources philosophiques de Jousse. Enfin, j'avais pas le temps. Donc, de fait, j'ai pas pu... je suis passée à côté de ça, mais aussi parce que c'était pas exactement mon sujet. Mais voilà, je vous le dis d'avance, car c'est les soutenances de thèse, ça sert justement à avancer dans la réflexion. Et donc, c'est vraiment ce que ça a permis. Deuxième point, la réponse à la crise moderniste que propose l'hypothèse Rabbi Yeshua est intéressante, mais reste peu démontrée par le professeur. En effet, elle est affirmée à la manière dont Yeshua tient une place spirituelle dans l'anthropologie de Marcel Jousse. Évidente, cette hypothèse n'a pas besoin d'être démontrée par Marcel Jousse. C'est toute la dynamique des exercices spirituels qui est présente là, parce que dans les exercices spirituels, on se met tout le temps en présence de Jésus, on se positionne dans les scènes évangéliques, comment est-ce que je réagirais en présence de Jésus, tout ça. Et donc, pour Jésus est présent, c'est une évidence dans son être. Et donc, comme il est présent, Rabbi Yeshua est présent dans son œuvre. C'est quelque chose qui passe de la vie à l'œuvre. Et ça illustre bien la phrase de Jousse, hein, l'histoire de ma vie et l'histoire de mon œuvre. Donc ça, c'est un des points que j'ai démontré. Donc, pourquoi Jousse ne démontre pas la pertinence de l'expression Rabbi Yeshua comme réponse à la crise moderniste. Et troisièmement, ce sont les principes d'anthropologie joussienne que l'on peut mettre en pratique en sciences de gestion. Ils se révéleront être des clés de lecture efficaces pour comprendre les dynamismes de transmission en jeu, en maintenant à la fois le respect de l'être humain et la performance économique. Donc ça, toute la partie management, elle était en lien avec le contrat doctoral que j'ai eu dans le cadre de la chaîne Entreprise et biens communs, ICP-ISEC. Donc, le plan de la démonstration, le plan de la thèse, j'ai commencé par une partie préliminaire avec une bibliographie bibliographique de Jousse. En gros, j'ai raconté la vie de Jousse en présentant au fur et à mesure les écrits qui sont à notre disposition. Dans le chapitre 2, il y a un status questionniste. Dans d'autres matières, on appelle ça l'état de l'art. Donc, j'ai fait un point sur tout ce qui a été fait sur l'œuvre de Jousse. Et je l'ai présenté dans ce chapitre. Une deuxième partie sur Yeshua, donc plus anthropologique, avec deux chapitres, de Rabbi Yeshua à l'Anthropos Yeshua et
Yeshua et l'anthropologie du humanisme. Troisième partie, de contextualisation théologique au sein de la crise moderniste, donc l'hypothèse Rabbi Yeshua et la crise moderniste, et Rabbi Yeshua de Nazareth à l'aune de la quête du Jésus historique. Ce sujet, il y a un des cahiers Marcel Jousse dans lequel il y a un très bon article sur cette quête du Jésus historique, donc peut-être que vous connaissez déjà ces problématiques. Et la quatrième partie était la partie managériale, plus précisément sur ce qu'on appelle l'organisational behavior. Si je n'ai pas traduit cette expression, c'est qu'il n'y a pas d'expression idiomatique en français. Enfin, dans les livres de management, on garde l'expression en anglais, donc je l'ai gardée. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu en gros ce que c'était que ma thèse, le contenu, on a fait un petit tour rapide. Je vous propose de vous parler de ma méthode de travail. J'ai commencé donc par mettre en place la bibliographie. Ça m'a demandé énormément de temps. Ça a failli m'empêcher de réussir à commencer à écrire parce que je n'arrivais pas au bout de ce travail, parce que c'était un Himalaya dans lequel je me noyais littéralement. Et je n'arrivais pas à mettre de l'ordre parce qu'il y avait des bibliographies qui existaient, mais dedans, il y avait autant des coupures de journaux que des articles scientifiques, que des livres où il y avait juste une note de bas de page qui concernait Jousse, mais ensuite, il n'y avait absolument rien sur Jousse. Donc, il a fallu faire le tri dans tout ça, et ça m'a demandé beaucoup de temps. Et il y avait aussi des confusions entre la bibliographie primaire et la bibliographie secondaire. Alors ça, c'est des termes techniques. Qu'est-ce que ça veut dire? La bibliographie primaire, c'est les textes qui ont été écrits par Jousse. La bibliographie secondaire, c'est quelqu'un d'autre que Jousse, à commencer par Gabriel Baron ou Rémy quand il écrit ses livres, ses articles historiques ou que sais-je. Nous autres, on va écrire sur Jousse. Et on va intégrer Jousse à notre manière, on va l'utiliser pour faire ou du Jousse, parce qu'on va expliquer ce que Jousse dit, ou pour faire du nous inspiré par Jousse, peu importe. Mais il a fallu faire le tri. Et c'est vrai que, ne serait-ce que dans la bibliographie primaire, il y avait des propositions, que ce soit dans les archives, dans les livres qui ont été écrits sur Jousse, sur ce que Jousse a écrit, mais toutes ces listes étaient très incomplètes par rapport à ce qu'on a dans les archives. Donc, j'ai rallongé cette liste d'inédits, notamment. On a beaucoup plus d'inédits que ce qu'on pensait. Donc ça a été une source de joie de savoir qu'on avait plein de choses encore à découvrir. Et ensuite, la bibliographie secondaire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié du coup le contenu de toutes les lignes que j'avais dans les bibliographies à droite et à gauche, et j'ai fait le tri. Et du coup, si vous regardez la bibliographie de la thèse, c'est pour ça que j'ai mis 44 pages, vous avez détaillé ce qui est inédit, ce qui est de Jousse, ce qui n'est pas de Jousse, ce qui relève de la période des œuvres secondaires de l'époque de Jousse. Donc, vous avez les recensions du style oral, vous avez des articles en même temps qu'il y a les cours. Vous avez notamment Enfin, c'était un peu une manière de faire connaître les cours. Vous aviez des élèves de Jousse qui publiaient une partie d'un cours ou quoi que ce soit. Ensuite, vous avez toute la partie Gabriel Baron. Donc vous avez surtout ce que Gabriel Baron a fait, mais également le début de la diffusion de l'œuvre de Jousse. Et ensuite, depuis 1986, où il y a beaucoup plus de travaux universitaires. Voilà. J'ai divisé en 3 parties les éléments de bibliographie secondaire et j'ai gardé que des éléments vraiment universitaires et scientifiques. Quand c'était des coupures de journaux, des choses comme ça peut être très intéressant au niveau historique, mais ça approfondit pas la pensée de Jousse. Donc, pour l'exercice universitaire de la thèse, je n'ai pas gardé. J'ai eu des très grandes joies, notamment une pépite, un mémoire de licence canonique. Il était référencé sur le site d'Yves Perrin, par exemple, mais sur le site d'Yves Perrin, il n'y a jamais le nombre de pages. Du coup, vous ne savez pas exactement ce que c'est. Et j'arrivais pas à mettre la main dessus parce que il fallait contacter une université en Italie et à la Cato, ils n'arrivaient pas à les joindre, etc. Et puis finalement, on a réussi à avoir le document. Et j'ai découvert donc, que c'était une licence canonique, un mémoire de licence canonique. Moi, je pensais que ça serait une centaine de pages parce qu'en France, c'est ce qu'on demande. Et en fait, là-bas, dans cette université-ci, je l'ai appris à l'occasion,
à Milan. Si on fait un mémoire de licence canonique, en fait, c'est une quasi-thèse parce qu'il demande que ça fasse 300 pages. Donc, on a une quasi-thèse sur Marcel Jousse. Et le directeur de thèse était Pagadi. Alors, ça vous dit absolument rien, Pagadi, mais c'est pas grave. Il se trouve que c'est l'archevêque de Milan aujourd'hui. Et donc, savoir que le nouvel archevêque de Milan, ça fait 1 an qu'il est archevêque, même pas, a travaillé sur Jousse. Bah, moi, ça m'a fait plaisir. Voilà, c'est encourageant, exactement. Voilà, voilà. La méthode de lecture. Je suis partie d'une hypothèse de travail, à savoir que la pensée de Jousse ne s'est pas faite en un jour. Je suis partie de l'hypothèse que Jousse a vécu des expériences qui ont fait mûrir une pensée intellectuelle sur l'anthropologie. Et que du coup, bah, il faut voir à chaque fois qu'on a un texte où il en est dans la mise en place de sa conception anthropologique. Et cette hypothèse s'est trouvée confirmée par rapport à l'étude de ce que signifie Rabbi Yeshua dans sa pensée. Donc, si vous prenez l'expression Rabbi Yeshua, vous la mettez dans son contexte et que vous regardez ce que ça veut dire chez Jousse, au début, donc quand on est juste en 1933, qui commence à en parler, en fait, il y a une conception que je qualifierais d'instrumentale de la notion de Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua est conçu comme un haut-parleur de l'invisible, à savoir, bah, il y a Dieu qui est au ciel, et puis il passe par Jésus pour dire ce qu'il a à dire. Euh, c'est un instrument de Dieu. Et en fait, au fur et à mesure qu'il étudie le milieu palestinien, qu'il met en place son anthropologie, il finit par appliquer ces principes anthropologiques à l'étude de Rabbi Yeshua. Et quand on arrive vers 1942, là, on arrive vers le milieu de la guerre, il va finir ses cours donc en 44 ou 45 à l'école pratique des hautes études. Là, on n'est plus du tout sur le même registre. Il a appliqué ces principes anthropologiques et il voit Rabbi Yeshua comme un enseignant mimeodramatique enraciné dans la tradition orale de son temps. Donc, de la même manière qu'un Jérémie va parler et poser des gestes prophétiques, de la même manière, Jésus va enseigner dans le style oral de son époque en posant des gestes. Et donc, ce n'est pas exactement la même conception. Parce que, du coup, on va dire, le Rabbi Yeshua de la fin de son enseignement à l'école pratique des hautes études est plus autonome par rapport à Dieu que ne l'est la première version de Rabbi Yeshua. Et donc, il y a des étapes, et entre les deux étapes, entre la première version que je vous propose et la deuxième, Jousse a découvert le style qu'on appelle le style apocalyptique. Et il dit à un moment donné, le fait de découvrir le style littéraire de l'Apocalypse dans le style oral, ça a fait quelque chose et je peux plus voir Rabbi Yeshua comme je le voyais. Il a avancé, il fait un pas en avant, 2 pas en arrière pendant 4 ans là. Et ensuite, il arrive à une version finale à partir de 1942. Mais oui. Donc il découvre quand le style apocalyptique 4 ans après, donc il a commencé en 1933, c'était 33, 34, 35, 36, à partir de 1937. C'est euh, comment il s'appelle? C'est Maurice Gogol qui lui demande un cours sur le style apocalyptique. Et du coup, il applique ses recherches au style apocalyptique. Il dit là, je ne peux plus penser pareil. Enfin, il est un peu chamboulé par le travail qu'il fait sur ces textes qu'il découvre en fait à ce moment-là. Et ça change complètement son regard. Voilà, donc ça, c'est une hypothèse de lecture que j'ai validée par ce que ça a donné. Et, et ça m'a permis, en même temps que je faisais ça, j'ai vérifié de façon systématique les sources que Jousse cite dans ses cours. Quand il cite quelqu'un, je suis allée regarder le livre pour voir ce qu'il citait, d'où ça venait, tout ça. Et en faisant ce travail, il y a un livre qui est le livre du colonel Mallory, dont je vous ai parlé, je pense, quand je suis revenue des États-Unis, parce que ça m'avait beaucoup frappé. Et il cite très peu ce livre, en fait. Il en parle une fois pour dire que Gabriel Desgrès-du-Loup avait lu ce livre en anglais, qu'il préparait une traduction aux éditions Payot. Et en fait, quand on lit ce livre que Jousse cite très peu,
on se rend compte que toutes les intuitions de Jousse, qu'on trouve déjà dans le style oral, sont dans ce livre-ci. Qu'en fait, Jousse a digéré ce livre et que ça l'a aidé à développer ce qu'il appelle ensuite le mimétisme. Et donc, c'est intéressant parce qu'il y a des livres qu'il va citer beaucoup plus souvent. Euh, enfin, pareil, de la même manière que j'ai vérifié tout ce qui a été dit sur Jousse et j'ai fait le tri là par rapport à mon sujet pour les présenter dans mon status questionniste. De la même manière, j'ai vérifié toutes les sources théologiques de Jousse. Donc, vous avez toute une partie de la bibliographie où vous avez toutes les références de d'où vient la pensée de Jousse. Et ça m'a permis de mettre en valeur certaines de ces sources qui ne sont pas celles qui sont les plus citées, mais qui peuvent être les plus importantes par rapport au développement de la pensée de Jousse après. Et en théologie, en théologie, en tout cas par rapport à l'hypothèse Rabbi Yeshua qu'on étudie, c'est le livre du rabbin Klossner qui est sa source la plus importante par rapport au développement de son hypothèse, mais par rapport aux 12 années de cours à l'école pratique des hautes études, c'est la seule source universitaire scientifique qui va dans le sens de Jousse. Et donc, c'est un peu maigre par rapport au martelage que Jousse fait de son hypothèse Rabbi Yeshua. Mais il a quand même des soutiens, mais peu. Ensuite, par rapport à la méthode de lecture, donc là, je les ai d'abord parlé de la partie philologique. Là, maintenant, je vais vous présenter le deuxième axe de ma méthode, c'est la méthode contextuelle. J'ai cherché à remettre les choses dans leur contexte géographique et historique. Pour ça, donc, je suis allée visiter les archives, comme je vous le disais. Je suis allée à Banff, je suis allée à Vincennes, je suis allée à Georgetown University, dans différents lieux, dans les archives diocésaines de C, de Bayeux, de Lyon aussi, pour voir tout ce qu'il y avait. Euh, Pareil, comme dans la bibliographie secondaire, j'ai eu l'impression que j'allais me noyer. Mais finalement, bon, on est arrivé au bout, hein. Et ça m'a permis vraiment de faire ressortir, notamment dans le premier chapitre de ma thèse, le lien entre l'histoire de la vie de Jousse et l'histoire de son œuvre. Et s'il y a un aspect, on va dire, de ma thèse, qui peut-être va changer les représentations qu'on se fait sur Jousse, peut-être le premier chapitre qui répète pas tout ce qu'on a toujours dit, on va dire, sur la vie de Jousse. Parce que quand on confronte ce qui a été dit, notamment par Gabriel Baron, et ce qu'on a dans les archives, parfois, ça permet d'évoquer des événements dont Gabriel ne parle pas du tout, et parfois de remettre les choses dans un autre ordre. Parce que elle, pour le coup, elle part de l'hypothèse que la pensée de Jousse, c'est un tout, et que ça n'a jamais changé. Voilà. Pour vous donner un exemple d'un événement dont Gabriel Baron ne parle jamais et que les archives nous révèlent, c'est que Jousse, quand il est rentré au séminaire, c'était en 1905, eh bien, il rentre au séminaire et 6 mois après, ils sont expulsés par par l'État, en fait. Et en fait, ça a énormément choqué. Ils ont été transbahutés de lieu en lieu dansés. Ça l'a énormément frappé. Et son côté un peu combatif, il a trouvé dans la vocation sacerdotale un lieu où il pouvait se battre pour Jésus et où il était à l'aise. Il y a dans la maturation de sa vocation et de ses choix pour sa vie personnelle, eh bien, il y a des événements historiques qui l'explique. Ça, c'est pour un exemple. Et donc, pour la mise en contexte géographique, eh ben, je suis allée sur place. Et ça, j'ai eu souvent l'occasion de vous en parler. Euh, les lieux peut-être dont je ne vous ai pas parlé, c'est Beaumont-sur-Oise, l'endroit où il a été au noviciat au retour des États-Unis. Et le lieu où il a fait sa deuxième retraite de Saint-Ignace, à Mours, donc juste à côté de Beaumont-sur-Oise, il y a une maison dans laquelle les jésuites faisaient les retraites, et donc il est allé à Mours. Ce qui a été le plus marquant pour moi, donc, c'est quand même les 3 mois aux États-Unis. Et j'ai eu un déclic dans la compréhension de l'œuvre de Jousse quand je suis allée visiter
le musée sur l'histoire des Noirs américains à Washington parce que j'ai vu un wagon avec des sièges plus grands pour les Blancs et des compartiments plus petits pour les Noirs. Et je me suis dit, bah, juste, il a pris beaucoup le train quand il était aux États-Unis, étant donné tous les déplacements qu'il a fait. C'est pas possible qu'il n'ait pas été choqué par ça, quoi. Je me disais, ça va pas avec le personnage. Et du coup, j'ai interrogé ma banque de données à partir des mots-clés comme noir ou des choses comme ça, chose que j'avais absolument pas faite avec le prisme de la culture française. Et effectivement, j'ai trouvé des passages où il a été choqué par ce qui se passait. Il disait, mais c'est terrible. Je suis allée prêcher dans une église pour les Noirs et on me prenait pour quelqu'un d'extraordinaire parce que pour moi, ça posait pas de problème, mais là-bas, ça passait pas, quoi. Et c'est ça, si on met bout à bout l'expérience des tranchées, on met bout à bout l'expérience de la différence de traitement entre les Noirs, les Rouges et les Blancs aux États-Unis, ça l'a énormément choqué. Et c'est ça qui a fait qu'il a choisi d'étudier l'homme pour comprendre son fonctionnement intérieur. En sciences de gestion, j'ai commencé par des entretiens sur la bienveillance. Je pense que la première fois que je vous avais parlé de mes projets de thèse, je vous disais que ce serait sans doute sur la bienveillance. Il se trouve que Jousse n'en parle jamais, que les personnes que j'ai interrogées n'étaient pas convaincues par ce thème, en disant, voilà, c'est un thème dont on parle pour se donner bonne conscience, mais on ne peut pas en faire grand-chose. Et il se trouve que en réfléchissant, j'ai rencontré un DRH d'une entreprise qui m'a dit qu'il avait été très frappé par des outils qui lui avaient été transmis par Christian Delon et qui lui avaient été transmis grâce à une pédagogie dans la vie. Donc, c'est à partir d'une expérience avec un mur d'escalade. Et c'est ainsi que j'ai pu participer à des sessions de son entreprise, j'ai pu étudier ses protocoles pédagogiques et des outils qu'il proposait. C'est ça qui m'a permis d'avancer. Voilà pour la méthode. Les thèses de la thèse. D'abord, les thèses concernant la fonction spirituelle de Yeshua dans l'œuvre de Marcel Jousse. J'ai distingué trois fonctions, du coup, de Yeshua dans ce domaine. On est toujours, en gros, dans la fonction spirituelle dans l'œuvre de Jousse. D'abord, c'est une fonction analogue à la place de Jésus dans la pratique des exercices spirituels de Saint Ignace, durant lequel le retraitant se met en présence de Jésus. Cela fait appel à l'affectivité, à la mémoire, c'est extrêmement jouissif. Ça, c'était plutôt facile à mettre en place à partir du moment où je m'étais forgé cette intuition. Ensuite, la fonction cosmologique, où Yeshua qui a une place centrale dans l'univers. C'est une idée très ancienne dans l'œuvre de Jousse. Elle est très répandue dans le milieu de prédication de la fin du 19e. Et Jousse en fait son miel dans l'inédit dont je vous parlais, le christocentrisme, dans lequel il y a des schémas et des choses assez originales. Il n'en parle plus explicitement par la suite hein, de cet élément. Mais par contre, on retrouve dans la pensée de Jousse, en filigrane, ce qu'il a exposé de façon explicite dans le christocentrisme. Il ne parle plus de christocentrisme, mais la place donnée au Christ dans sa conception de l'univers reste présente dans toute son œuvre. Et c'est ce que j'ai démontré donc, dans mon chapitre 4, la partie B, ou la partie 2 du coup du chapitre 4. Et enfin, une fonction mimismologique, c'est-à-dire imitative. Yeshua devient ici le vérificateur vivant de la loi du mimisme. Il a vécu cette loi en tant que rabbi de son temps et il a invité ses disciples à l'imiter. Les trois fonctions spirituelles de Yeshua dans l'œuvre de Jousse. Ensuite, une autre partie de la démonstration, c'est la contextualisation de l'hypothèse Rabbi Yeshua au sein de la crise moderniste et au sein du contexte théologique des quêtes du Jésus historique. La réponse de Marcel Jousse est souvent affirmée et peu démontrée, malheureusement. Et ça, malgré tout le travail que j'ai fait sur les sources, parce que en vérifiant les sources, elles sont utilisées comme exemple, elles sont utilisées d'une telle manière que ce sont plus des arguments d'autorité. Je ne sais pas si vous voyez la méthode scolastique en théologie. Vous prenez une question, la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il commence par vous présenter des objections. Ensuite, il vous dit 7 contrats, il vous présente un argument d'autorité, voilà ce qu'il faut penser. Il propose une démonstration de la pertinence de l'argument d'autorité dans sa réponse, et ensuite réponse aux objections. Jousse, quand il propose des sources, quand il propose des textes, généralement, on est au niveau du 7 contrat, argument d'autorité. Un tel dit, donc j'ai raison.
Oui. Tu peux aller un peu plus loin? Malheureusement, il n'a pas fait. Mais c'est ce que j'ai montré justement dans ce que sont les démonstrations de Jousse, notamment par rapport à la question de Yeshua et Rabbi Yeshua. Ce n'est pas son sujet. Lui, il veut faire sentir les choses. D'où l'importance de la pratique de la mémorisation et des choses comme ça. Et ensuite, troisième aspect de ma thèse, c'est l'aspect organisationnel behavior. Donc, j'ai fait des stages dans l'entreprise de Christian Delon, Galaxy Conseil et Formation. C'était deux sessions différentes qui transmettaient trois outils. En gros, c'était les mêmes outils dans les deux sessions. Ça, c'est l'échelle des comportements qui a été conçue par Christian Delon. Et j'y allais pour étudier cet outil. Et c'était tout à fait intéressant parce que Jousse utilise la notion de comportement. C'est d'ailleurs son mot à lui, Jousse, quand il reprend la pensée de Janet. Janet ne parle pas de comportement, mais quand Jousse intègre la pensée de Janet dans son œuvre, il met le mot de comportement aux endroits où Janet ne l'utilisait pas. Donc, par rapport au soubassement joussien de mon étude en organisationnel behavior, c'était tout à fait intéressant. Mais en gros, ce que j'ai montré, c'est que aucun des deux protocoles pédagogiques des deux sessions ne transmettait cette échelle, alors que j'étais venue pour elle. Il y en avait une, la première session transmettait très très bien par l'expérience ce document de connaissance de soi, qui s'appelle la dynamique de la réussite, par l'expérience de la peur et de la manière de surmonter la peur de manière positive. La deuxième session transmettait la pyramide de la confiance. Et en fait, j'ai proposé un protocole du coup pour qu'ils réussissent à transmettre cette échelle dans le cadre d'une formation. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette échelle, qui était présentée lors des sessions, était transmise aussi, mais plus par l'exemple. Et donc, il y a plusieurs interviews avec des personnes qui utilisent cette échelle effectivement suite à la découverte des protocoles de formation de l'expérience de l'entreprise Galaxy Conseil. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont un manager qui vont utiliser cette échelle et qui vont l'appeler dans leurs discussions dans leurs entreprises pour résoudre un problème, en disant, bah, tu vois, là, tu as quelqu'un qui est dans le bas de l'échelle, du coup, il va falloir trouver une solution pour passer dans le haut de l'échelle et tout. Par exemple, cette échelle a été transmise. Et donc, ça m'a permis de mettre en lumière la notion d'exemple dans l'entreprise, et donc dans la pensée de Marcel Jousse, parce qu'on parle généralement de mimisme, mais le mimisme implique qu'on a un exemple à imiter. C'est donc ce dont je vous parle ici dans le quatrième point des thèses de ma thèse, de la théologie à l'organisational behavior. Il y a deux points donc, qui sont importants à retenir. La première, c'est que le corollaire de la partie théologique de ma thèse, c'est une autonomie de la pensée anthropologique et pédagogique de Marcel Jousse. C'est important à noter parce que ça justifie que j'ai pu faire les deux parties centrales de ma thèse en théologie et la troisième en management, on va dire. C'est ce que Titus Jacques-Quignon appelait dans sa thèse dénoyauter l'œuvre de Marcel Jousse de l'hypothèse Yeshua. Donc, par ma thèse, je l'ai démontré, notamment dans les parties 2 et 3, et vérifié dans la partie 4. Voilà, donc ça, c'est un point qui est assez important et qui, pour moi, est d'autant plus important que Edgar, quand j'ai commencé ma thèse, à un moment, Titus venait de soutenir la sienne, il m'avait demandé ce que je pensais de ce que disait Titus, et je n'avais pas de réponse au début. Ma réponse, elle est là. Et ensuite, le deuxième point, c'est la notion d'exemplarité que j'ai mise en valeur, du coup, et dont je viens de vous parler, donc je ne reviens plus dessus. Mais ça permet de comprendre pourquoi est-ce que l'anthropologie de Marcel Jousse, bien que inspirée de la vie spirituelle de Jousse, informée tout le temps par sa vie spirituelle, peut être utilisée dans un contexte laïque. Bilan,
Ça, c'est un petit peu plus personnel comme bilan. J'ai relevé trois points qui m'ont permis de faire cette thèse. Le premier point, je pense qu'il est important, et si certains d'entre vous, ou si vous avez des amis qui veulent se lancer dans une thèse, que ce soit sur Marcel Jousse ou sur quelqu'un d'autre, à un moment donné, il faut réussir à commencer à écrire. Et avec mon sentiment de me noyer dans les archives, les bibliographies secondaires et tout ça, j'ai pas réussi à me mettre à écrire tout de suite parce que je ne savais pas ce que je pouvais commencer par dire. Et donc, moi, ce qui m'a permis de me lancer, c'est le déclic aux États-Unis, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en rentrant des États-Unis, mon directeur de thèse m'a dit, bon, bah, qu'est-ce que vous avez compris? Du coup, je commence à lui raconter. C'était super parce que. Et il me dit, ça, vous allez l'écrire. Là, vous venez de me demander d'écrire autre chose. Enfin, en tout cas, dans le plan que vous m'avez envoyé par mail, il n'y avait pas de place pour ce que je viens de vous dire. Il m'a dit, bah, vous allez commencer par écrire ça et ensuite on verra. Du coup, j'ai commencé par écrire donc le premier, ce qui est aujourd'hui le premier chapitre. J'ai réussi à l'écrire et ensuite, effectivement, ça m'a pris 3 mois d'écrire le deuxième chapitre parce que c'était la partie bibliographique et que c'était plus compliqué. Mais j'avais commencé, j'étais en confiance et ça a été possible. Donc, pour quelqu'un qui voudrait faire une thèse, dire que c'est possible à partir du moment où on a quelque chose à dire et qu'on sait ce qu'on veut dire. Et ça, c'est en travaillant que ça arrive, c'est en avançant. Donc, pas de panique, mais à un moment donné, il faut avoir le petit truc qui fait que ça marche. Le deuxième point, je dirais, un peu pour vous partager ce que je pense être la valeur ajoutée de ma thèse par rapport à la raison de notre rencontre ce matin, à savoir les études joussiennes et l'approfondissement de sa pensée. Il y a le travail bibliographique et biographique. Donc, pour l'aspect biographique, lisez le premier chapitre de ma thèse et si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Mais dites-le moi en me disant parce que moi, j'ai trouvé ça aux archives. Je vous dirai, OK, je veux bien discuter. Donc là, je vais chercher, donc, parce que je n'étais absolument pas au courant de ces rencontres à cette fond. Donc, c'est absolument pas présent dans ce premier chapitre. Mais du coup, ça m'intéresse. Donc, je vais continuer de toute façon à approfondir les choses au niveau biographique. Donc la bibliographie, je vous en ai parlé. Et l'étude des sources théologiques de Jousse, c'est un travail à poursuivre de manière globale. Parce que moi, j'ai fait ce travail de recherche des sources de Jousse au niveau théologique, mais il y a tout un pan plus général au niveau euh, anthropologique, tout ce qu'il a appris chez Ribot et chez les autres. J'ai commencé un petit peu à le faire en prenant toutes les références du style oral. Mais s'il y en a d'autres qui sont motivés, n'hésitez pas. Voilà, il faut continuer à. Enfin, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis dans le contexte historique et théologique de l'époque. Donc, oui, il faudrait continuer ce travail de manière plus globale par rapport au contexte psychologique, les différentes sciences qui ont un impact dans la pensée de Jousse. Il faudrait continuer. Mais au niveau théologique, je pense qu'il y a déjà quelque chose de conséquent, en tout cas dans mon travail. Et au niveau anthropologique, ce qui est intéressant dans ma thèse, c'est la mise en exergue de la notion d'exemple. Voilà, pour dire ça. Et ensuite, les 2 autres points que je peux vous indiquer, j'ai eu beaucoup de chance au niveau institutionnel, parce que j'ai fait ma thèse donc, à la Cato, dans une chaire spécifique. Mais l'avantage d'être à la Cato, c'est qu'il y avait plusieurs facultés, plusieurs instituts. Et je suis rentrée dans un institut, en l'occurrence l'Institut de liturgie. Et en avançant, je ne trouvais pas de sujet en lien avec la liturgie. Enfin, j'avais l'impression que c'était des queues de cerises. Je me disais, mais ça n'intéressera personne, ça ne va pas faire avancer le monde. Et en fait, l'institution était suffisamment grande pour me permettre, tout en restant dans le même lieu, d'être hébergée par un autre institut et avoir un autre directeur de thèse, tout ça. Et ensuite, le cadre humain, j'ai été très, très gâtée par vous déjà, parce que comme il y avait beaucoup de monde dans l'association, je me suis jamais sentie seule dans le travail qui reste quand même assez solitaire, je peux dire. Voilà. Et donc, un très grand merci. Un très grand merci. Les prochaines étapes, donc c'est la publication.
Je commence par publier le 2e chapitre de ma thèse dans un article qui va paraître dans la revue Transversalité normalement au mois d'avril. Et je l'ai un peu remanié, ce chapitre, parce que dans ma thèse, il est vraiment orienté théologie. Là, j'ai pris le travail initial que j'avais fait, où je balayais complètement tous les domaines qui ont intéressé les chercheurs sur Marcel Jousse. Et le but de l'article, c'est un peu un appel à bonne volonté, s'il y a des personnes qui voudraient travailler sur Marcel Jousse, qu'ils aient un peu un panorama de tout ce qui s'est déjà fait sur Jousse. C'est un peu le but pour que ce ne soit pas juste théologique. Surtout que la revue Transversalité, c'est une revue qui intéresse toutes les facultés de la Catho, donc aussi bien philosophie, aussi bien histoire, aussi bien sciences politiques, voilà, littérature, éducation. Donc, je me suis dit que ça avait d'autant plus de sens dans une revue interdisciplinaire. Et ensuite, la dernière étape, ce sera de revoir le manuscrit donc des trois premières parties en retirant le chapitre 2, qui va apparaître dans la revue, pour publier la thèse. Mais ça demande un travail, comme je vous l'ai dit, vu que j'ai eu une petite correction pendant la soutenance de thèse. Là, je n'ai pas le temps matériel de me pencher sur le rééquilibrage de la thèse, mais ça va venir, ne vous en faites pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention.